Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte les coulisses de la vie politique française. 12 et 19 juin, ce sont les dates des élections législatives. Et oui, parfois on oublie et Libellisé est là pour vous le rappeler et vous guider au flambeau dans les arcanes parfois un peu sombres, voire quelquefois inconnues de la course électorale. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et notes vocales sur libellisé@libération.fr. On est parti pour un épisode 18, allez hop, on y file tout droit. C'est un nom qui au départ résonnait comme une prise de guerre. Depuis le week-end dernier, il est devenu un problème pour le gouvernement. Damien Abad, à peine nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées dans le premier gouvernement d'Elisabeth Borne, on apprend que l'ancien LR était accusé par 2 femmes de viol pour des faits présumés datant de 2010 et 2011. De plaintes classées sans suite, le ministre conteste ces accusations alors que la pression se fait forte autour de lui de la part des citoyens, des associations féministes et de l'opposition. Libellisé, épisode 18, l'affaire Damien Abad, quelles conséquences politiques ? Et alors de ce sujet justement et de cette affaire, on va en parler avec Laure Equi, salut. Salut. Et avec Jean-Baptiste Daoula, salut. Salut. Alors vous vous occupez tous les deux de la majorité présidentielle, notamment et de la Macronie, comme on dit. Alors c'est vrai que cette affaire a secoué, on peut dire, la France entière, mais également, on imagine, au sein du gouvernement. Aujourd'hui, on en est où ? Comment il le gère, en fait, le gouvernement ? Parce qu'on entend des choses différentes. Comment il arrive à le gérer ? Là, pour l'instant, il le gère en ouvrant une sorte d'immense parapluie pour essayer de prendre le moins de coups possible en ce moment. Et en essayant de parer à toutes les possibilités. C'était un peu l'exercice, le baptême du feu d'Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole qui était envoyée au front cette semaine pour le compte-rendu du premier conseil des ministres de l'ère Macron-Borne, qui a été interrogé 6 fois sur l'affaire, ce qui est plutôt logique en réalité, et qui à la fois a essayé de tenir une ligne de crête entre l'écoute due aux victimes de violences sexuelles et en même temps le fait de dire que c'est la justice qui doit trancher, ce qui est en réalité pas forcément très précis. Mais ça veut dire, alors aujourd'hui, on a entendu dire que le gouvernement, Elisabeth Borne a dit qu'elle n'était pas au courant, notamment dans son déplacement dans le Calvados la semaine dernière, et puis on a appris finalement qu'ils étaient au courant qu'il y avait une plainte, mais ils n'en connaissaient pas la teneur, et puis finalement non, c'était un peu du rétropédage en permanence ces dernières 24 heures. Alors oui, c'est un peu confus. Ce qui a été dit, c'est que par un proche d'Emmanuel Macron, c'est que le président aurait été informé de la plainte qui avait été classée sans suite, mais pas forcément du second témoignage. Et du côté d'Elisabeth Borne, la Première ministre, elle dit qu'elle n'était au courant d'aucune des 2 affaires. Donc effectivement, là, il y a 2 lignes. Ça s'entend que Emmanuel Macron soit au courant et pas Elisabeth Borne ? Encore une fois, il faut être assez précis sur quand on dit au courant, faut savoir de quoi on est au courant. Est-ce qu'on est au courant qu'il y a une plainte en 2017 ? On suppose, selon l'approche du président, que Emmanuel Macron l'était et que cette plainte avait été classée sans suite. En revanche, comme le disait Laure, c'est une chose différente d'être au courant de l'article de Mediapart qui n'est paru que samedi, c'est-à-dire le lendemain de la présentation, la nomination du gouvernement et de Damien Abad, et auquel cas il est possible que les têtes de l'exécutif n'aient pas été au courant de ces accusations-là. C'est vrai qu'il y a eu aussi un avertissement de la part de cet observatoire aussi adressé au LR et à Renaissance, que ce soit Christophe Castaner. Alors Christophe Castaner lui dit qu'il a transmis cette remarque. Du côté des LR, on dit il y avait beaucoup de mails ce week-end. Tout ça peut s'entendre, d'après vous ? Alors, Christophe Castaner et Stanislas Guerini ont reçu un mail de cet observatoire des violences sexistes et sexuelles. Ils l'ont manifestement donc reçu en toute fin de semaine, probablement eux disent le vendredi, donc le jour de la formation du gouvernement. Eux, ils disent aussi que ce mail qui avait été transmis à des adresses assez génériques serait peut-être tombé dans les spams de l'Assemblée. Et ce que dit Christophe Castaner, c'est qu'il a transmis ce signalement pour information au procureur de Paris le samedi, donc le lendemain de la formation du gouvernement. On ne saura jamais à quel moment ils ont ouvert ce mail, tout ça peut s'entendre. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y avait quand même, depuis que l'affaire sort, il y avait des petits warnings qui avaient été mis de manière un peu informelle dans le petit monde politique. On ne saura pas non plus si les députés LR qui parlent veulent se venger de leur ancien président de groupe qui les a trahis en rejoignant Macron. Mais certains disent, voilà, on avait
avait quand même un peu prévenu la Macronie qu'il y avait un sujet autour de Damien Abad, qu'il y avait ce qu'ils appellent eux des comportements inappropriés. Donc il y avait un petit bruit de fond aussi. Ça, on peut quand même imaginer que c'était évidemment revenu aux oreilles du chef de l'État. Et c'est vrai que ce bruit de fond, il est rétrospectivement assez dévastateur pour les LR aussi, parce que certes, ils ont beau jeu, avec sans doute un phénomène un peu de vengeance, de rappeler que oui, ils avaient entendu des choses, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 10 ans ? Si vraiment ils entendaient des choses, ça veut dire que pendant 10 ans, ils n'ont pas été capables d'écouter, ils n'ont pas été capables d'accorder du poids à ce qui aurait pu être des témoignages, ou en tout cas essayer de creuser la question, ou de confronter Damien Abad le cas échéant, et ça, ils l'ont pas fait. On se dit c'est assez étonnant parce que c'est un gouvernement qui a connu l'affaire Darmanin, qui a connu l'affaire Hulot. Ils n'ont rien appris en fait de ce gouvernement de gérer ce genre d'affaires. Effectivement, ce sont 2 affaires qui ont été très mal gérées pendant le premier quinquennat. Et là, ce qui est un peu difficile pour Elisabeth Borne, c'est qu'elle voulait manifestement marquer aussi... elle avait insisté sur l'importance symbolique de sa nomination. Elle avait fait un premier déplacement pour évoquer l'égalité femmes-hommes. Le premier acte, voire le deuxième acte, puisqu'il y a eu d'abord l'affaire Jérôme Perra, qui a été très mal gérée la semaine d'avant. Jérôme Perra, donc, investi par LREM, candidat aux législatives en Dordogne, alors qu'il était condamné pour violence conjugale. Et là vient l'affaire Abad, qui était censée être une prise de guerre, en tout cas pour Emmanuel Macron dans son gouvernement. Et là, on voit que de nouveau, ils sont... pris dans les phares de la voiture. C'est objectivement compliqué à gérer, il y a objectivement un problème voilà, 2 principes qui s'entrechoquent, celui de la présomption d'innocence et celui de la prise en compte de la parole des femmes, mais on voit qu'à chaque fois, il y a des hésitations qui sont assez ravageuses. À l'heure où nous parlons, l'idée pour le gouvernement, c'est que ça se tasse, il se dit ça va se tasser. En fait, ils s'accordent du temps. Ils sont assez imprécis sur ce qui pourrait être en quelque sorte les clauses de revoyure. Est-ce que c'est l'ouverture d'une procédure, d'une enquête préliminaire par exemple ? Est-ce que ce serait une mise en examen ? Est-ce que ce serait une condamnation ? En fait, la porte-parole du gouvernement a dit qu'elle se refusait à commenter des hypothèses. Mais ce que ça veut dire, c'est que s'ils sentent que la pression monte et qu'ils doivent le lâcher, peut-être qu'ils essaieront de le lâcher s'il y a une simple enquête préliminaire, puisqu'ils se sont montrés à la base extrêmement imprécis. Le problème, c'est que si on regarde un peu dans le rétroviseur, ce qui était auparavant des règles coutumières depuis une trentaine d'années, depuis ce qu'on appelait la jurisprudence Bérégovoy et Balladur dans les années 1990, c'était que si un ministre était mis en examen, il démissionnait. Donc quelque part, ça mettait un peu une sorte de borne. Et le fait est que quand Éric Dupond-Moretti a été mis en examen l'an dernier, poursuivi entre autres par un syndicat de magistrats, Emmanuel Macron l'a soutenu. Donc il a maintenu un ministre mis en examen au gouvernement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à voir ce qui est une jurisprudence exacte du gouvernement sur des procédures judiciaires éventuelles qui viserait les ministres. Je pense que là, le gouvernement doit être un tout petit peu soulagé d'apprendre aujourd'hui que le parquet de Paris n'ouvrait pas d'enquête préliminaire en l'état suite au signalement fait par l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, faute d'éléments permettant d'identifier la victime des faits dénoncés. Donc là, pour l'instant, ils ont un petit sursis parce que Elisabeth Borne avait précisé que donc elle n'était pas au courant, mais que si de nouveaux éléments s'ajoutaient, là il faudrait prendre des décisions. Donc là pour l'instant ils doivent être un tout petit peu, enfin ils ont un peu de temps et donc ils estiment que peut-être la situation est un petit peu plus tenable. Ça va être quand même difficile pour le nouveau ministre des Solidarités de travailler sereinement et ça va coller. Après, la question, c'est de savoir à quel moment un ministre doit ou ne doit pas quitter le gouvernement. Il y a aussi des ministres comme François de Rugy qui ont dû démissionner pour une histoire de homard alors qu'il n'y avait absolument aucune procédure judiciaire lancée contre lui. Et il y a aussi un autre aspect qui est celui du temps de la justice qui est extrêmement différent du temps politique. Il y a 5 ans, ça fait déjà 5 ans, François Bayrou et Marielle de Sarnez, qui est décédée entre-temps, ont dû tous les deux, avec Sylvie Goulard, quitter le gouvernement pour l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen, qui visaient le MoDem et qui les visaient eux. Cette affaire, elle n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Ce qui fait que si demain, François Bayrou était nommé au gouvernement, l'affaire ressurgirait à nouveau. Il n'est toujours pas fixé que les poursuites doivent prospérer ou pas.
il n'est toujours pas fixé. Donc il y a quand même ce temps judiciaire qui, de fait, pèse sur la composition des gouvernements, pèse sur la carrière des hommes politiques et les sanctionne pour certains un petit peu avant, alors que peut-être ils seront relaxés à la fin. Il y a quelque chose à souligner peut-être, puisque Jean-Baptiste évoquait et l'affaire Rugy et l'affaire Bayrou, qui est un peu particulier là et qui est sans doute lié au mouvement, qui est lié au mouvement MeToo, c'est que la classe politique a pris conscience de l'intolérance qu'il y avait aujourd'hui dans l'opinion des affaires financières, politico-financières et d'éthique. Et donc, il y a la HATVP qui permet Donc, la haute autorité à la transparence de la vie politique. Qui permet d'avoir un contrôle là-dessus, qui permet une certaine transparence en la matière et de prendre en compte très tôt ces affaires-là, etc. Là, on voit que sur les questions de violences sexistes et sexuelles, il y a aussi un travail à faire. Et aujourd'hui, le gouvernement se retrouve entre deux mauvaises solutions, quoi. Soit lâcher Abad, soit continuer comme ça avec une personne mise en cause. Il aurait fallu quand même peut-être s'informer un peu ou se renseigner un peu et peut-être établir un principe de précaution, quoi. Et à ce sujet-là, le proche du président qui nous disait que Emmanuel Macron était sans doute au courant de l'affaire, la plainte classée en 2017, me disait aussi, mais s'il était au courant, après tout, si l'affaire a été classée, pourquoi est-ce que Damien Abad aurait dû être sanctionné et empêché d'entrer au gouvernement sur ce fondement-là? Ça pose aussi la question, tout simplement, de à quel point on doit être finalement marqué au fer rouge par une affaire que la justice a décidé de classer. C'est quand même des principes assez essentiels dans une démocratie aussi, c'est les principes de l'état de droit, de ne pas être sanctionné d'une façon ou d'une autre pour des faits que la justice n'a pas décidé de sanctionner. Une chose tout de même, est-ce qu'aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, est-ce que Damien Abad, vous recevez normalement les programmes des ministères, est-ce qu'il continue normalement? Est-ce que là, jusqu'aux élections législatives, Damien Abad va travailler normalement, va faire des sorties, va s'exprimer devant la presse normalement? Parce que chaque ministre aujourd'hui, dès qu'il fait une sortie, est interrogé sur son cas. Donc lui, en plus, il a fait une sortie, là je crois, c'était dans sa circonscription dans l'Ain. Lui-même a dit un homme innocent ne démissionne pas. Est-ce qu'il va devoir faire ça à chaque fois? Ça risque de pas se tasser tout de suite. Par ailleurs, alors là on est dans une situation particulière à plusieurs titres. D'abord, les ministres sont soumis à une période de réserve, donc ils s'expriment un peu moins. Par ailleurs, ils sont en train de constituer leur cabinet. Assez logiquement, pour le cas de Damien Abad, ça... Voilà, il s'est pas beaucoup projeté, puis ça a pris plus de temps. Donc là, pour l'instant, son cabinet n'est pas constitué. Il n'a pas de conseiller presse, compliqué aussi, mais pour l'instant, il n'en a pas. Donc voilà. Et par ailleurs, il est lui-même en campagne législative. Et on peut imaginer, il y a un double enjeu. Il faut garder sa circonscription avec cette affaire. Et il faut garder sa circonscription pour pouvoir rester au gouvernement. Effectivement, ça va être compliqué. Et pour lui de faire campagne, et pour lui de travailler au sein de son ministère en ce moment. On va écouter un son qui a été pris par le journaliste de Libération Victor Boiteau. Lui, il s'est rendu donc dans la circonscription de Damien Abad pour faire un reportage pour savoir que pensaient les habitants de cette circonscription de la candidature de Damien Abad. Et vous allez voir que finalement, cette affaire n'aura pas forcément un impact auprès de Muriel. Elle habite Oyonnax, elle a la cinquantaine. Et pour elle, avant tout, Damien Abad, ça reste son choix pour le 12 et 19 juin prochain. Moi, je l'ai encore croisé le jour du 8 mai. Là, aux célébrations du 8 mai, alors ça me semble pas du tout ce type d'homme du tout. Je trouve ça tellement gros, quoi. Il n'a jamais d'histoire de ce type, on n'en a jamais entendu parler. En plus, il est de la région, c'est quelqu'un de connu, c'est quelqu'un de bienveillant. Est-ce que ça peut avoir un impact en fait sur sa personne, à Damien Abad, au niveau élection, et surtout sur le reste des candidats Renaissance? Alors, c'est deux choses différentes. Effectivement, sur Damien Abad, c'est quelqu'un qui est dans une situation particulière parce qu'il est transfuge de LR arrivant dans la majorité présidentielle. Donc déjà, il a une situation compliquée, il a une dissidence LR face à lui. Ensuite, ce qu'on voit dans les remontées de terrain, c'est qu'on a l'impression que y a des gens qui, sur place, privilégient plutôt son ancrage à lui et le fait qu'ils le connaissent et ne le sanctionneront pas pour ça. D'autres qui le sanctionneront pour le fait qu'il ait quitté LR et d'autres qui ne voteront contre lui sur le fondement de cette affaire. Donc c'est extrêmement différent. Ça, c'est pour Damien Abad. Après, la deuxième chose, c'est la situation des candidats Renaissance. Eux, ils commencent à en avoir pour
certains un petit peu marre d'avoir à gérer une affaire sur laquelle parfois les gens les interrogent, qui fait du bruit de fond sur les réseaux sociaux, qu'on leur renvoie dans la gueule assez régulièrement dans la presse, alors apparemment plus dans la presse que sur le terrain, enfin c'est ce qu'ils ont l'air de nous dire, et il se trouve que c'est peut-être un petit peu cher payé pour quelqu'un qui leur a tapé dessus pendant 5 ans. Après, ce genre d'affaires, ça met du temps, ça infuse. Voilà. Donc là, il se peut que lors du week-end qui vient, l'affaire prenne un peu plus d'importance dans leur discussion sur le terrain. Et effectivement, eux, ils sont vis-à-vis de Damien Abad dans une position double, quoi. C'est à la fois, ils ont pas envie que cette mise en cause rejaillisse sur leur propre campagne, mais en même temps, ils le défendent du bout des lèvres parce que c'est un transfuge, donc c'est quand même l'ancien président des députés LREM qui les a cartonnés pendant 5 ans à l'Assemblée. Donc lui-même est dans une position, il a assez peu de soutien de part et d'autre, Damien Abad, aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y aurait peut-être une tentation de la part du gouvernement de laisser régler ça par les législatives ? Quelque part, ça permettrait de donner une borne au gouvernement sur le fait que s'il passe cette étape de l'élection législative, quelque part il serait, entre guillemets, il aurait une forme d'onction du suffrage universel local qui, si l'affaire ne prospère pas d'un point de vue judiciaire à côté, leur permettrait d'essayer de tourner la page. Après, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer, de l'éventuelle mobilisation de la société civile sur les réseaux sociaux, qu'une forme de pression reste forte. Il faut se rappeler qu'au moment des affaires qui avaient visé Gérald Darmanin, c'était délicat pour lui de mettre un pied dehors sur le terrain sans qu'il y ait des collectifs qui bruyamment apostrophent, qui soient là. C'est vrai que ça n'aide pas sereinement non plus à commencer sa mission ministérielle. Alors il y a une terrible expression qu'on entend de nouveau avec Damien Abad, et notamment de la part des LR aussi, c'est tout le monde savait. Voilà, tout le monde savait. Alors ça, on l'entend à chaque fois qu'il y a des histoires autour des violences sexuelles, de droite comme de gauche. Est-ce que vous avez l'impression quand même que le mouvement MeToo est passé dans le monde politique, ou alors finalement on garde toujours ces mêmes attitudes vis-à-vis des femmes, mais on essaye d'être plus discret, on va dire, entre guillemets? Oui, le mouvement MeToo est en train de bouleverser le monde politique, et ça, il y a évidemment un changement puisqu'on parle de ces affaires quand même. Ces affaires, elles sortent aujourd'hui, elles font du bruit. Sur le tout le monde savait, ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que il se crée des rumeurs. C'est un petit monde, le monde politique et médiatique. Donc évidemment, ces rumeurs circulent. Après, il y a un moment, on a aussi besoin de témoignages et on a besoin que les femmes qui ont été victimes veuillent parler. On peut avoir des bruits, des rumeurs, etc. Il faut aussi respecter le choix de ces femmes de vouloir sortir ou pas. Ça, c'était pour le tout le monde savait. Après, on voit en ce moment que si ces affaires sortent, c'est quand même qu'il est en train de se passer quelque chose, je pense. Puis il y a peut-être aussi juste quelque chose qui a changé un tout petit peu sur l'ambiance, c'est que toutes ces affaires, MeToo, ces révélations, il y a une prise de conscience déjà, peut-être de la part des hommes, mais il y a aussi ça donne presque des armes dans la vie quotidienne aux femmes, c'est-à-dire que face à une remarque déplacée aujourd'hui ou face à un comportement, certaines disent qu'elles peuvent plus facilement dire ah bah tiens je vais te dénoncer à l'observatoire des violences sexuelles ou sexistes, voilà #balance ton porc. Il y a une espèce d'espace aussi pour renvoyer les gens dans leur 22 sans que ce soit déplacé. Une chose, il s'est passé aussi à gauche avec Taha Bouaf, donc candidat de la NUP dans le Rhône. Là, il n'y a pas eu de plainte, il y a des accusations. Un cas qui a été réglé en interne par notamment la France Insoumise, parce que lui-même était candidat de la France Insoumise. Est-ce que ce genre de choses, alors par exemple, c'est une piste pour régler ce genre d'affaires, ou alors certains disent ah ben non mais là ils ont étouffé cette affaire, on n'en parle plus maintenant et ça ne règle rien. Alors, ce qu'a fait ce comité, c'est non pas de régler toute l'affaire, mais en tout cas d'écouter la parole des femmes, de la prendre au sérieux et d'en tirer les conclusions qui étaient le fait que Taha Bouaf ne pouvait pas être investie. Donc ça a été géré et bien géré. Ça ne veut pas dire que ça suffit.
Donc si ces femmes veulent porter plainte, elles pourront le faire et donc ça se fait en parallèle ou en complémentarité d'un travail qui peut être fait avec la justice si ces femmes le souhaitent. Mais c'est une manière de prendre en compte et tous les partis cherchent à tâtons la manière de gérer ces affaires en interne, non pas à la place de la justice, mais parce que, comme le disait Jean-Baptiste, la justice va à son rythme, c'est-à-dire prend des mois, voire des années, et que parfois il faut une décision prise par les partis, comme le font les entreprises par des mises à pied à titre conservatoire, etc., au sein de leur structure. Et la cause des femmes est toujours grande cause pour ce nouveau quinquennat ou pas ? Officiellement, oui. C'est vrai que là, il va falloir beaucoup de travail et beaucoup de décisions pour qu'on ne s'en tienne pas à un effet d'annonce et à l'impression d'un double discours. Après, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que dans les investitures délivrées par La République En Marche, il y a aussi eu pas mal de candidats, de députés sortants qui soit avaient été condamnés en première instance, soit étaient poursuivis pour des faits de violence sexistes ou sexuelles qui n'ont pas été réinvestis. Il y a aussi parfois des décisions qui sont prises, on en parle moins dans ces cas-là, mais il y a aussi parfois des décisions qui sont prises. Merci Laure, merci Jean-Baptiste. Libellisé continue à arpenter la route des élections législatives afin de vous aider à comprendre et décrypter le monde politique en plein bouleversement. Et la meilleure façon de ne rien rater, c'est de vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, on compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisé@libération.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.